Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Triangulons l'info, votre programme contre la désinformation en Afrique de l'Ouest en partenariat avec Westaf News à Dakar au Sénégal et Bembéré au Mali. Programme à suivre par quinzaine sur la West Africa Democracy Radio 94.9 FM à Dakar. Vous pouvez également le retrouver sur nos différentes plateformes en ligne, Facebook, YouTube et sur celles de nos partenaires Westaf News et Bembéré. Dans cette émission, nous vous proposons à travers diverses rubriques tout ce qu'il faut savoir sur la désinformation en Afrique de l'Ouest, mais aussi comment vous protéger contre cela. Nous vous aidons à comprendre et à faire la différence entre la vraie et la fausse information. Cette semaine, nous vérifions ensemble si effectivement le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien au président de la transition de la Guinée, le général Mamadi Doumbouya, dans une interview accordée à nos confrères français de Radio France Internationale. Cette information est largement partagée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux en Guinée. Mais qu'en est-il réellement? On en parle dans un instant. Nous parlerons aussi d'un nouveau manuel sur la désinformation. Le document qui sera publié très prochainement nous détaille les techniques de fabrication de fausses informations jusqu'à leur publication. Le manuel développe également des astuces, mais aussi les moyens de lutte contre les fausses informations. Nous recevrons justement dans ce numéro l'auteur de ce manuel. Nous terminerons par le Burkina Faso où une information s'est emparée de la toile. Il s'agit d'un communiqué devenu viral sur les réseaux sociaux. Dans le document, il est mentionné que la primature du Burkina Faso informe d'une offre de bourse d'études au profit d'étudiants burkinabés lancée par le gouvernement du Canada. Est-ce en réalité vrai? On en discutera avec nos confrères de la rédaction de Faso Check, site spécialisé dans la vérification d'informations qui a travaillé sur la question. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. Dans la vérification express cette semaine, nous nous intéressons à cette information largement partagée sur les réseaux sociaux en Guinée depuis quelques jours. Information selon laquelle le président français Emmanuel Macron, à lors d'une interview sur les antennes de nos confrères français de Radio France Internationale, a porté son soutien au président de la transition de la Guinée, le général Mamadi Doumbouya. La publication indique que le président français aurait tenu les propos suivants. Le cas de la Guinée est différent. Je parle souvent à Mamadi Doumbouya. C'est un jeune officier qui tient parole. Il est en train de lutter contre la corruption et il a tout le soutien de la France. Cette information est largement relayée alors qu'en Guinée, des voix réclament la fin de la transition militaire en décembre 2024 alors que celle-ci pourrait être prolongée. Eh bien, après vérification, nos confrères de Radio France Internationale sont arrivés à la conclusion qu'en réalité, c'est une fausse citation qui est attribuée au président français qui circule sur les réseaux sociaux depuis plus de 2 ans. Elle a juste à nouveau refait surface. Il s'agit d'une citation inventée de toutes pièces pour faire croire à un soutien de la France au colonel Mamadi Doumbouya. La citation, démentie déjà en avril 2022, avait circulé dans plusieurs groupes WhatsApp et pages Facebook en Guinée à cette date. En plus, l'image d'Emmanuel Macron est utilisée pour illustrer ses propos afin de rendre la fausse information véhiculée crédible appartient à Radio France Internationale. Radio France Internationale indique qu'elle avait été publiée en novembre 2017 sur son site à l'occasion d'une interview exclusive d'Emmanuel Macron enregistrée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Lors de la première apparition de cette fausse information en avril 2022, un autre audio, cette fois, avait été largement relayé. On pouvait entendre dans cet audio attribué à Emmanuel Macron, le président français demandait à Mamadi Doumbouya de préparer un plan pour inculper son principal opposant politique, Cellou Dalein Diallo. En réalité, cet audio n'était pas d'Emmanuel Macron, il avait été produit par l'intelligence artificielle. Et voilà, c'est tout pour la vérification express cette semaine. Dans la rubrique décryptage, nous recevons cette fois Mamadou Moustapha Ly, ingénieur informaticien, pour parler de son manuel sur la désinformation. Le document sera publié très prochainement et dans ce manuel, vous détaillez les techniques de fabrication de fausses informations jusqu'à leur publication. Vous développez aussi bien d'autres aspects autour de la désinformation, mais surtout les moyens de lutte contre les fausses informations. Vous êtes justement là pour en parler avec nous, Mamadou Moustapha Ly. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mamadou Moustapha Ly, d'abord, pourquoi était-il important pour vous de produire ce document? Il s'agit d'un manuel destiné aux organisations de pouvoir gérer ce qu'on appelle tout ce qui est phénomène de désinformation
l'idée d'abord du manuel, elle est émise par le fait que, effectivement, dans la sous-région, il y a une prolifération de ce phénomène qu'il faut déjà mettre en place tous les garde-fous nécessaires pour que effectivement ce phénomène ne puisse pas être généralisé. C'est ça. Comment est-ce que votre document aborde la question de la désinformation ? Voilà, ce manuel, au fait, aborde tout ce qui est problématique, non seulement de propagation de fake news, les canaux par lesquels ces fake news sont propagés, et effectivement traite également la gestion dans le cadre de la prévention. La prévention, c'est-à-dire pouvoir mettre en place, comment mettre en place une cellule de veille sur les médias sociaux, parce que effectivement, ce qui fait la particularité des fake news, c'est le canal, le support par lequel ces fake news sont propagées. Donc, il fallait, dans un premier temps, amener les gens déjà à comprendre un peu le mécanisme. Donc, le manuel traite cette partie et la mise en place de cellules de veille, et également la gestion de crise. La gestion de crise, parce que généralement, ces fake news sont destinés à nuire. Et pour ça, il y a une conduite à tenir qui est bien explicitée dans le manuel. Dans votre manuel, vous parlez d'usines de création de fausses informations. Finalement, c'est quoi et comment est-ce que ça se passe ? Vous devez savoir qu'effectivement, nous sommes à l'ère du numérique. Et les fake news, généralement, sont créés à travers des logiciels, des programmes informatiques qui sont générés avec l'avènement de l'IA et autres. Généralement, c'est créé à dessein, c'est-à-dire c'est créé, c'est pour nuire. C'est dans le sens de nuire, de désinformer. Aujourd'hui, avec l'IA, je pense que c'est de plus en plus, cette technologie est à portée de tout le monde. Il est très facile aujourd'hui de fabriquer un fake news, même de reproduire un article. Donc, ce sont des logiciels qui sont à la portée de tout le monde. Et donc, ce qui veut dire que tout le monde aujourd'hui peut s'y mettre, tout le monde peut propager une fausse information. Justement. D'où la nécessité d'aller vers ce qu'on appelle la résilience informationnelle. C'est-à-dire amener les citoyens à comprendre, à lire et aller à la source et de pouvoir distinguer le faux du vrai. Et pour ça, il va falloir éduquer les populations, les citoyens à prendre en main effectivement la gestion des informations et de pouvoir reconnaître également la source et de distinguer également un site internet vrai et un site internet qui a été cloné pour ce phénomène. C'est ça. Dans ce manuel, vous donnez également des clés pour faire face à la désinformation. Comment abordez-vous cette partie ? D'abord, il y a la partie prévention qui est très importante. La partie prévention, pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous sommes tous exposés. Les organisations, les collectivités territoriales, les États, les gouvernements et autres sont tous exposés à ces phénomènes-là. Même les forces de sécurité intérieure également ne comprennent pas encore le mécanisme. Donc, ce qu'il faut, donc le manuel traite un peu cette partie de la prévention qui consiste à faire de la veille sur les médias sociaux. Donc, faire de la veille, j'ai énuméré des technologies qui existent dans une procédure, comment les combiner pour pouvoir faire de la veille en collectant régulièrement les informations et en les analysant, pouvoir faire ce qu'on appelle de la veille, mais pouvoir prévenir éventuellement si toutefois des signaux, des alertes, on a des alertes qui indiquent clairement qu'effectivement, il y a une information. Ce qui est important, ce qui est dangereux dans cette histoire, c'est que l'information, c'est la viralité d'une information. C'est-à-dire, lorsque une fake news est postée et qui devient virale, c'est là où ça devient dangereux. Donc, c'est en ce moment, le manuel amène les personnes formées à pouvoir non seulement identifier l'auteur et pouvoir communiquer, stopper. Voilà, donc ça c'est la partie prévention. Et également, dans la partie prévention également, il y a ce qu'on appelle l'éducation numérique qu'il faut insérer à différents niveaux, c'est-à-dire dans les organisations, de pouvoir former le personnel, que ce soit dans l'administration, que ce soit au niveau des forces de sécurité et défense et au niveau des écoles. Parce qu'au fait, la plupart de ceux qui se connectent sur Internet sont des élèves aussi
qui sont dans la recherche, donc ils sont censés aussi être formés. Mais le manuel traite l'information de telle sorte que l'utilisateur puisse prendre en main de façon efficace la gestion des fake news, c'est ça. Au vu de l'ampleur de la désinformation aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on pourra arriver vers une réduction considérable de la désinformation? Et effectivement, parce qu'on arrive à distinguer déjà ce qui est vrai. Le manuel vous amène à pouvoir distinguer ce qui est vrai du faux. Une information qui est vraie du faux. Donc, je pense qu'il faut juste faire de la sensibilisation, amener les citoyens à pouvoir, c'est-à-dire faire une bonne gestion de l'information. Hein. Chaque citoyen doit pouvoir maintenant avoir une résilience sur le plan de tout ce qui est information, surtout à travers les réseaux sociaux, tout ce qui est médias sociaux. Et donc, c'est là où vraiment ces usines trouvent des maillons faibles, c'est-à-dire c'est par là que les personnes malveillantes qui sont dans la fabrication véhiculent ces informations. C'est à travers ces canaux-là. Donc, c'est plutôt tout ce qui est en ligne, tout ce qui est plateforme d'échange. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut vraiment mettre le paquet pour pouvoir sensibiliser le citoyen. Et c'est bien possible parce que le manuel le traite. Et je pense qu'avec une bonne communication, une bonne sensibilisation, on peut arriver à régler cette question. Oui. Comment toucher le plus grand nombre par la sensibilisation, comme vous l'évoquez? Justement, le manuel traite cela. C'est-à-dire, vous savez qu'au niveau des États, il y a un démembrement qu'on appelle les collectivités territoriales. Donc, les maires ont cette responsabilité aujourd'hui. Donc, les maires doivent être outillés. Maintenant, c'est au maire, il revient maintenant, c'est du ressort du maire, de pouvoir maintenant organiser auprès des citoyens cette éducation, cette campagne d'éducation à la résilience informationnelle, de mettre en place tout ce qui est plateforme de vérification, ce qu'on appelle le fact-checking, amener les citoyens à toutefois aller vérifier une information avant de propager et de pouvoir également échanger régulièrement sur certaines informations qui deviennent virales avant de pouvoir vraiment donner, c'est-à-dire avant de pouvoir donner que tu sois, en fait, cette information. C'est-à-dire donc, les maires ont une responsabilité, donc c'est à eux maintenant de pouvoir faire ce travail pour pouvoir toucher la masse. C'est ça. Mais justement aussi, le manuel amène à concevoir les outils dans les langues traditionnelles. Pour pouvoir faire comprendre au fait à la population l'ampleur de ce phénomène. Il s'agit au fait dans ce manuel de présenter un certain nombre d'outils pratiques qui permettent non seulement de faire de la prévention, mais de gérer une crise. Parce qu'au fait, le gros problème, c'est la gestion de crise. Lorsque une fausse information est alertée, cela peut être source même de déstabilisation au niveau d'une collectivité, d'un pays ou d'une organisation, voire même salir la réputation d'une personnalité. Donc, ce manuel traite également ces cas-là. En parlant de gestion de crise, est-ce que vous avez un exemple concret, peut-être traité dans le manuel? Oui. J'ai traité le cas de la Centrafrique, où il y a un signe avant-coureur de l'entrée à Bangui de ce qu'on appelle la CPC. Donc, j'étais présent et j'ai vu tous les dégâts que cela a causé. Donc, les signes avant-coureurs, on l'avait annoncé que cette rébellion était à la porte de la capitale. Et j'étais là, je voyais comment toute la population était prise de peur. Tout le monde, pratiquement. Tout le monde. Et j'ai compris qu'effectivement, l'objectif, c'était de créer une psychose. C'était regrettable parce que je voyais les choses venir, mais moi, je ne comprenais pas un peu. Mais c'est maintenant que je me suis rendu compte qu'il fallait très rapidement outiller les États, les organisations à pouvoir être outillés pour ne plus tomber dans ce piège. Parce que j'ai vu les cas en Centrafrique où des mamans sont tombées par la propagation d'une fausse information. Et cela a créé beaucoup de problèmes. Donc, ce cas a été relaté comme anecdote pour pouvoir étayer un peu les arguments que j'ai développés autour de ce sujet.
Ce sera quoi la suite pour vous, Mamadou Moustapha Ali, dans la lutte contre la désinformation après la publication très prochainement de ce manuel? Nous sommes formés à régler des problèmes. C'est ça, en fait, un programmeur, il est formé à régler des problèmes. Une fois que les problèmes sont réglés, on passe à autre chose. C'est ma contribution au développement d'un monde ouvert, libre, hein, et où tout le monde se sent bien et que les informations partagées soient des informations vraies, hein, pour ne pas induire certains en erreur. C'est mon souhait. Merci à vous, Mamadou Moustapha Ali. Je rappelle que vous êtes ingénieur informaticien, auteur d'un manuel sur la désinformation qui sera publié très prochainement. Dans ce document, vous détaillez les techniques de fabrication de fausses informations jusqu'à leur publication. Vous développez aussi bien d'autres aspects autour de la désinformation, mais surtout les moyens de lutte contre les fausses informations. Nous en venons à la dernière partie de ce programme, la rubrique Fact-Checking. Nous nous intéressons dans ce numéro à cette information au Burkina Faso, un document attribué à la primature du Faso devenu viral sur les réseaux sociaux. Le document parle d'une offre de bourse d'études au profit d'étudiants burkinabés lancée par le gouvernement du Canada. Mais qu'en est-il en réalité? On en discute en ligne de Ouagadougou avec Chomité Da, journaliste à Faso Check, site spécialisé dans la vérification d'informations. Vous avez travaillé, sinon vérifié cette information. Merci d'avoir accepté notre invitation. La rédaction de Faso Check a vérifié l'information selon laquelle le Canada aurait attribué des bourses d'études dans toutes les filières aux étudiants burkinabés. D'abord, quelle est la viralité de cette information sur laquelle vous avez travaillé? Merci beaucoup. Avant tout, il faut rappeler les faits liés à cette information. Il faut dire que c'est durant les mois de juillet 2024 que deux documents PDF et Word attribués au ministre de la Communication burkinabé ont annoncé une offre de bourse du gouvernement fédéral du Canada aux étudiants burkinabés pour la rentrée académique 2023-2024 plutôt. Voilà, donc revenant sur la viralité de cette information, il faut retenir que les deux documents ont largement circulé sur les réseaux sociaux WhatsApp, précisément dans les groupes de recherche d'emploi, de bourses et d'informations également, et qui ont des centaines de membres, particulièrement des étudiants et des bacheliers nouvellement admis. Donc, on voit ici que les auteurs ont donc choisi WhatsApp, l'un des réseaux sociaux les plus utilisés et qui permet le partage des documents Word et PDF qu'il faut remplir et renvoyer via une adresse mail qu'ils ont communiquée. Et finalement, d'où est-ce qu'est partie cette information? L'information a beaucoup circulé dans les groupes WhatsApp. Et vous savez que sur ces réseaux sociaux, il est particulièrement difficile de retracer l'origine de ces deux documents, de savoir qui l'a publié pour la première fois. Donc, c'est juste la mention transférée plusieurs fois qui indique que l'information a déjà traversé plusieurs groupes WhatsApp avant donc de nous atteindre. Voilà. Mais déjà, il faut rappeler que c'est une ancienne fausse annonce, je dirais comme ça, qui refait surface chaque année au moment donc des inscriptions où les inscriptions sont ouvertes dans les universités et centres de formation au Burkina Faso. Donc en 2023 par exemple, en juillet précisément, à la même période, comme je l'ai dit, l'information avait circulé et avait même fait l'objet d'un démenti du gouvernement. Donc c'est dit que les auteurs malveillants ciblent bien une période spécifique pour lancer leur opération. Et justement, on va y revenir, mais d'abord, après vérification, qu'en est-il exactement de cette information? Et après vérification, nous avons pu déceler plusieurs incohérences qui permettent tout de suite de conclure qu'il s'agit d'une fausse annonce. D'abord, l'organisme qui est cité, à savoir le ministère des Affaires étrangères, n'est pas celui qui est habilité à traiter les questions liées à l'offre de bourse. C'est plutôt le ministère de l'Enseignement supérieur qui le fait avec ses démembrements. Voilà. Et dans ce sens, il n'y a même pas d'annonce officielle sur ces bourses, mais un démenti, comme je l'ai dit, du gouvernement. Voilà. L'autre détail également flagrant porte sur l'année académique qui est restée 2023-2024. Voilà, tandis que nous sommes actuellement, vous le savez, l'année académique, en train de préparer l'année académique 2024-2025. Voilà, donc ce qui prouve qu'il s'agit d'une arnaque dont la technique consiste donc à retoucher les mêmes documents chaque année, voilà, pour les mettre à jour. Aussi, et il y a une note explicative, je vous parlais d'un document PDF, voilà, qui indique aux candidats
d'adresser leur mail à la ministre des Affaires étrangères, qui pourtant a été remplacée depuis le 17 décembre 2023 par un homme à la personne de Jean-Marie Karamoko, Jean-Marie Traoré. Voilà. Donc, également, un point important, il faut dire que grâce à des outils de vérification de la fiabilité même des mails, nous avons constaté que le mail n'est pas associé à un serveur. Donc, il est difficilement traçable. Ça veut dire que c'est un faux mail qui est créé juste pour recevoir quand même les dossiers et puis pouvoir, pour les auteurs de pouvoir atteindre leur but, quoi. Et justement, Tchomité, comment expliquer, vous disiez tantôt que c'est une information qui revient pratiquement chaque année, que ce n'est pas la première fois que cette information circule. Alors comment expliquer que cette information revient tout le temps et que finalement les gens ne se rendent toujours pas compte? Il faut dire que il y a un problème qui est là. Le document est beaucoup plus quand on voit, on sait que c'est beaucoup plus adressé aux nouveaux bacheliers qui viennent d'arriver, qui ne sont pas forcément informés sur les réseaux sociaux qu'il y avait de telles opérations d'arnaque en ligne. Il y a aussi le problème de l'éducation aux médias, comme on aime le dire, à l'information. Vous savez que il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux à travers, comme on appelle, les canaux qui ne sont pas officiels et qui facilement les gens croient facilement à ces fausses informations-là. Donc, quand les gens voient, ils ne prennent pas le temps de vérifier, ils ne prennent pas le temps de s'assurer que c'est du bon. C'est-à-dire que si les auteurs persistent, il y a, comment on appelle ce qu'on va dire, ils arrivent à trouver gain de cause. C'est-à-dire chaque année, dès qu'ils lancent, ils savent que le gouvernement a démenti, mais l'information démentie n'a pas fait trop d'écho. Vous savez, dans le domaine de la vérification de l'information, la fausse information, elle circule plus, mais les démentis ou encore l'information factuelle n'arrive vraiment pas à atteindre le public cible. Donc, ce qui peut expliquer que les auteurs savent que oui, il y a eu un démenti, mais comme on appelle ça, n'a pas atteint un grand public et l'année prochaine, on peut relancer et toucher encore, avoir des victimes. Et justement, et c'est quoi l'objectif derrière cette désinformation-là? Une information qui cible les étudiants, surtout les nouveaux venus à l'université, les nouveaux bacheliers. Finalement, c'est quoi l'objectif de cette désinformation? Il faut dire, pour ce qui est de l'objectif de cette désinformation, je dirais à deux niveaux. Il faut se baser sur deux éléments. D'abord, il y a l'aspect pécunier qui est là, qui va consister à soutirer de l'argent aux potentiels candidats, comme frais de dépôt et de traitement des dossiers. C'est-à-dire, quand on lit même les documents qui sont là, il est clairement indiqué que après le dépôt des dossiers, il sera demandé aux candidats, c'est-à-dire on va dire, bon, votre dossier est validé et donc pour le traitement, il vous faut envoyer telle somme. Donc on va ici profiter de l'occasion pour pouvoir soutirer de l'argent aux candidats. Voilà, donc ça c'est l'aspect pécunier pour les premiers points. Deuxième point, c'est quoi? Il faut dire que les auteurs malveillants peuvent également collecter des données personnelles de ces différents candidats-là pour encore, soit ils vont revendre sur le marché noir à des fins de publicité, surtout en ligne, voilà, soit ils vont lancer donc des opérations de piratage des comptes sur les différentes plateformes en ligne. Voilà un peu ce qu'on peut dire, l'objectif qui est caché derrière la dangerosité de ces fausses informations qui circulent chaque année. Comment se protéger finalement face à une telle désinformation, Tchomité, vous qui êtes dans l'information, dans la vérification des faits au quotidien, face à une telle information, quels conseils vous pouvez donner à tous ceux qui reçoivent de telles informations? D'abord, en tant que factuel, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire que tout n'est pas net sur Internet. Il faut se méfier des données qui sont donc, des offres gratuites et qui sont grossières. Voilà. Donc, le premier réflexe pour tout internaute qui navigue en ligne, c'est qu'il doit avoir la prudence et la vigilance, surtout face aux offres d'une telle nature. Donc, dès que vous voyez qu'on dit, bon, voilà, il y a des offres de formation et qu'à la fin, peut-être, vous aurez ceci ou cela, on vous propose, c'est-à-dire, on rend l'information plus virale, on rend l'information plus accrochère en faisant des offres grossières. Donc, dans ce sens-là, il va falloir deux choses, la prudence et la vigilance. Et dans les groupes aussi, voilà, on sait tous que ce ne sont pas seulement les étudiants et les élèves qui sont à la recherche des offres de bourse, de formation dans ces périodes-là. Mais il y a aussi les parents qui sont là. Donc, il faut une réelle éducation aux médias et à l'information pour pouvoir donc permettre à ces gens-là de pouvoir adopter les deux points dont je parlais, la prudence et la vigilance également. Il faut recommander à chaque internaute de toujours prendre des renseignements des sources sûres, des sources officielles.
Voilà, donc à travers des services compétents et aussi sur les plateformes officielles des universités et des centres de formation qui sont concernés. Vous savez qu'il n'y a pas, c'est difficile aujourd'hui de retrouver des institutions ou encore des centres de formation, des universités qui n'ont pas quand même une présence en ligne et qui n'ont pas de site officiel. Donc, c'est demander à chaque internaute de pouvoir de vérifier, de cultiver, même au-delà même du fait de vérifier sur Internet, mais également essayer de se renseigner autour de soi, dans la vie sociale, dans la vraie vie, pour les dire ainsi, différents réseaux sociaux, pour avoir plus d'informations et être sûr avant donc de se lancer dans de telles opérations qui peuvent nous coûter beaucoup de fortune. Merci à vous, Tchomite Da. Je rappelle que vous êtes journaliste à FasoCheck, site spécialisé dans la vérification d'informations. Et nous arrivons donc au terme de ce numéro de votre émission Triangulant l'info, programme contre la désinformation en Afrique de l'Ouest en partenariat avec West Af News à Dakar au Sénégal et Bembéré au Mali. Émission à suivre par quinzaine sur la West Africa Democracy Radio 94.9 FM à Dakar. Vous pouvez également retrouver ce programme sur nos différentes plateformes en ligne, Facebook, YouTube et sur celle de nos partenaires West Af News et Bembéré. Triangulant l'info, c'est une analyse, une vérification approfondie des sujets d'actualité, mais aussi une tribune de partage d'expériences sur la lutte contre la désinformation avec nos partenaires West Af News et Bembéré, mais aussi les experts et les acteurs au cœur de la lutte contre la désinformation. Merci à tous nos invités, merci également à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de votre émission Triangulant l'info et d'ici à là, portez-vous bien.